Bonjour tout le monde, bienvenue. On va commencer bientôt. On va attendre que d'autres personnes se joignent. On va commencer dans une trentaine de secondes, mais merci. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, en ce 29 mai. On va commencer. Il va y avoir sans doute quelques retardataires qui vont joindre à nous. Le webinaire est enregistré, vous allez pouvoir le réécouter là, ou le partager à des gens. On est content de vous avoir avec nous autres, là. Merci d'avoir joint, d'accepter l'invitation. On a invité une experte avec nous d'Explorer qui s'appelle Doriane Deshaies, qui va faire la première partie de la présentation. On va se partager en fait toutes les deux le temps aujourd'hui. Donc, à peu près 45 minutes de présentation, une période de questions d'une quinzaine de minutes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Bélanger, fondateur, président de l'agence spécialisée HubSpot qui s'appelle Parcours 3. Aujourd'hui, en fait, on va vous présenter un peu des exemples concrets d'utilisation d'intelligence artificielle pour la performance des ventes, donc des cas concrets et des outils pratiques. Je vais laisser Doriane se présenter puis commencer la première partie de la présentation. Merci d'ailleurs, Doriane, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Alors, les gens rentrent tranquillement. On voit le compte augmenter. On ne vous voit pas. C'est un peu drôle de ne pas voir de visage, mais c'est pas grave. On est prêt. On est prêt pour ça. Donc, moi, j'ai préparé dans le fond 5 cas. Enfin, je commence par me présenter. Tu as bien raison, Mathieu. Donc, je change de slide pour ça. Je me présente. Doriane Deshaies, je travaille chez Explorer. Donc, c'est une entreprise de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Ça fait 5 ans qu'on existe, puis on est en fait une grosse équipe de développement pour préparer des solutions sur mesure pour les clients qui utilisent toute la puissance de l'intelligence artificielle. Donc, on a commencé avant que ChatGPT arrive, parce qu'évidemment, comme vous savez, l'intelligence artificielle existait bien avant ChatGPT, mais l'intérêt a beaucoup augmenté ces dernières années. Puis ce qui est super intéressant, c'est que de plus en plus, il y a des outils qui ne demandent pas une mise en place qui prend des semaines là, qui ne demandent pas des mois dans le fond, parce qu'il y a des outils de plus en plus rapides à déployer. Donc, vous connaissez effectivement les outils qui sont déjà prêts à votre portée. Nous, on développe beaucoup de solutions qui vont s'installer en périphérie des gros systèmes d'entreprise comme des ERP, etc., pour aller chercher la puissance de l'IA à travers les données d'un client. Donc, comme je suis dans l'équipe de vente chez Explorer, de développement d'affaires, je suis, on va dire, aux premières loges pour vous parler de c'est quoi utiliser l'intelligence artificielle dans les ventes. Et comme dans chaque département d'une entreprise, ces technologies-là, dans le fond, peuvent apporter beaucoup. On est dans un moment où il y a beaucoup d'expérimentation à faire. Dans le fond, ces outils-là, bien qu'ils soient très, très intuitifs, il y a quand même une learning curve. Puis hier, j'étais au Salon Connexion. D'ailleurs, j'ai vu Mathieu là-bas, j'ai vu un paquet d'entreprises. Et puis, il y a une dame qui présentait les résultats de son étude d'utilisation dans l'entreprise, dans son organisation. Puis elle disait, ben, c'est pas juste parce qu'on met les outils à disposition qui vont être utilisés. Donc, inquiétez-vous pas si vous vous sentez pas comme un power user, c'est normal. Il faut se mettre les mains dedans, il faut pratiquer. Puis, dans le fond, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques exemples qui touchent les ventes. Je présume que vous travaillez là-dedans, puis que ça va vous aider, mais aussi, surtout, vous donner des pistes. Parce que ces outils-là sont très multipotentiels, puis il faut trouver comment les ajuster à nos besoins. Donc, juste en mini intro, qu'est-ce c'est quoi l'IA dans le fond? L'IA, on parle de l'IA, mais ça se trouve où?
moi, j'aime bien le voir là, comme les catégorisations que je fais, c'est qu'on a de l'IA dans nos outils quotidiens, qui sont intégrés dans nos outils quotidiens. Euh, HubSpot, Mathieu va en parler plus tard, et Gemini Copilot, donc ils sont dans des suites logicielles qu'on utilise à tous les jours et on peut tirer profit de ces fonctionnalités-là. On a aussi l'IA dans des outils auxquels on s'abonne, comme ChatGPT, Claude Perplexité, que ce soit des abonnements gratuits ou payants, c'est des outils externes qu'on va aller chercher. Souvent des modèles de langage, mais aussi des outils plus précis comme Otter.ai, Meili.ai, par exemple, qui vont s'attaquer à quelque chose de très précis comme use case. Ensuite, on a des agents. On parle beaucoup d'agentique depuis le début de l'année. Hier, au Salon Connexion, on a parlé beaucoup de ça. Et ce qui est intéressant avec les agents et l'automatisation IA, là, parce qu'on va dire, ça se superpose un petit peu ces deux concepts-là, c'est qu'on est capable de mettre sur pied des workflows qui utilisent des LLM, qui utilisent toutes sortes de technologies de l'IA, euh, sans avoir nécessairement à coder une solution. Et puis, l'autre partie où on retrouve l'IA, ça va être dans des projets sur mesure, comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Explorer, où là, sky's the limit, on développe quelque chose from scratch, comme on dit, mais qui peuvent aussi être en relation avec des outils existants pour aller chercher toute leur capacité. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter 5 cas. Mathieu va monitorer là, le clavardage. Si vous avez des questions, il va m'interrompre au besoin. Euh, les, les 5 cas que je vous présentais sont liés à la vente, mais d'abord, peut-être un petit, pas un petit warning, là, mais peut-être quelque chose à garder en tête au niveau de la vigilance. On veut accélérer des tâches, mais il faut les accélérer avec confiance. Fait que gardez toujours en tête, il y a des hallucinations qui sont possibles, puis il faut toujours être en mesure de valider ce qu'on fait. C'est pour ça que les utilisations de l'intelligence artificielle, les meilleures utilisations restent quand on a un humain qui valide le contenu et un humain expert, dont c'est le travail. Parce que si je demande à l'IA de faire un travail que je connais pas, je vais m'y fier les yeux fermés, puis ça peut résulter dans des erreurs qui peuvent être coûteuses pour l'entreprise, pour votre réputation, etc., etc. Donc, toujours garder en tête cet élément d'hallucination qui est possible. Les 5 cas que je vais vous présenter, rédiger un email, c'est très de base, j'en conviens, mais je veux vous présenter un template. Euh, Parce qu'aussi, je ne sais pas à quel niveau vous êtes peut-être débutant, peut-être que vous avez utilisé très peu l'intelligence artificielle, peut-être que vous êtes rendu à des use cases plus avancés. Et donc, mes derniers exemples sont un peu plus avancés. Pour ce qui est de la rédaction de courriel, donc, le template que je vous propose, parce que quand on utilise des outils comme ChatGPT, on veut toujours bien les orienter. Et le mot qui revient souvent, vous l'avez sûrement entendu, c'est le contexte. Il faut leur donner beaucoup de contexte pour qu'ils nous offrent une réponse du premier coup, on espère du premier coup la plus intéressante possible. Donc, comment faire ça? C'est de lui donner des détails pertinents. Donc, ça, c'est un tableau que vous pouvez utiliser. Dans le fond, vous pouvez faire copier-coller des 2 colonnes ici et envoyer ça directement dans ChatGPT. Fait que si je vous fais un exemple, là, je vais aller chercher le contenu et je vais faire copy-paste directement avec les hashtags, avec tout ça. Et donc, il me sort mon exemple directement que je peux aller évidemment ici copier euh, et amener dans un courriel. Faites attention parce que quand il copie, il ramasse la petite phrase ici en bas puis en haut. Puis ça, ben, si ça reste dans votre courriel, c'est un peu, ça peut être un peu gênant parce que c'est un peu un indice comme quoi vous avez utilisé ChatGPT. Donc, pensez-y. Une chose dont je veux vous parler aussi, parce que l'interface de ChatGPT a changé beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous étiez là au début, c'était très, très simple. Donc, si on regarde Google, là, qui est resté depuis les 20 dernières années, qui a conservé la même simplicité d'une boîte de recherche, ChatGPT, lui, on voit qu'il y a plusieurs options là, qui commencent à sortir ici. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
On peut connecter des sources de données. On peut faire des deep research, comme on appelle, recherche sur Internet, des options ici qui sont disponibles. On peut choisir des modèles. Et où est-ce que je veux attirer votre attention? En fait, c'est ici dans la personnalisation et les paramètres de ChatGPT. Parce que ça peut faire vraiment une différence dans votre utilisation. Si je regarde ici, ben, je peux lui dire des caractéristiques à réutiliser à chaque fois. Donc, je veux pas, si par exemple, je veux pas toujours avoir lui dire c'est quoi mon rôle dans l'entreprise parce que je veux qu'il prenne en compte à chaque fois, je vais aller mettre ces configurations ici. Je peux aller lui dire d'être toujours drôle quand je produis du contenu. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de l'orienter comme ça et que ça va être utilisé à chaque fois? Moi, personnellement, je ne le fais pas. J'aime mieux ajuster mes contenus, faire de multiples itérations plutôt que de l'orienter au départ. Mais sachez que c'est disponible. Et sachez aussi que ChatGPT a des mémoires. Puis là, je vous dis ChatGPT, mais vous pouvez appliquer les mêmes principes dans d'autres modèles. Et les mémoires, c'est des choses dont il se rappelle, évidemment, et vous pouvez aller les gérer aussi, ces mémoires-là. Donc, c'est toujours bon de savoir quand on a une réponse, puis on se dit, ben, vous donc, comment ça qu'il se rappelle que tel détail que j'ai dit dans une autre conversation. Et donc, ces mémoires-là s'accumulent à quelque part et c'est important de comprendre comment ça fonctionne selon moi. Et là, je cherche ici. Se référer aux mémoires enregistrées. Mon conseil pour vous aujourd'hui, là, c'est d'aller lire la page de documentation. C'est un peu rébarbatif, OK? C'est un peu endormant, mais de comprendre comment les mémoires sont gérées, je trouve ça important pour devenir un power user. OK? Puis de pas juste prendre tout cru, là, qu'est-ce qui va nous sortir. Euh, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. On peut gérer nos mémoires, on peut en effacer, etc., etc. Donc ça, c'est des petits trucs plus avancés. Vous n'êtes peut-être jamais allé dans ces fenêtres-là, mais je vous conseille de vous familiariser avec ça parce que l'outil se complexifie. Vous utilisez peut-être un autre engin comme Claude, etc., mais comme je vous dis, c'est un peu le même genre de principe qui s'applique. Préparer une présentation. C'est rendu de plus en plus rapide de préparer des présentations parce qu'on a souvent un peu le syndrome de la page blanche aussi là, quand on a. Moi, l'autre jour, j'avais un panel la même semaine qu'une présentation, etc. Puis je suis comme, oh my God, tu sais, ça me tente pas là, de faire un nouveau PowerPoint from scratch. Il me semble que j'aimerais ça partir avec un prompt puis que ça me génère des choses. Fait que je vous montre un peu un prompt que j'ai utilisé qui est, j'aimerais que tu m'aides à préparer une présentation sur l'intelligence artificielle au service du transport de marchandises. Donc ça, c'était le thème de l'événement. Et donc, je lui donne un peu plus d'informations, puis je lui dis précisément que j'ai besoin de 5 slides. Puis ça, si vous êtes dans les ventes, vous avez, tu sais, même si vous ne faites pas des présentations dans des événements, vous avez sûrement des présentations à monter, soit des offres de services, etc., etc. Donc, ça peut être utilisé dans différents processus de vente. Et là, il va me préparer 5 slides. Bon, là, l'histoire avec les résultats qui sortent dans ChatGPT, c'est le fun, mais il faut toujours faire du copy-paste. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut aller mettre ça en forme. Ça peut être un petit peu fastidieux. Puis on essaye évidemment d'aller chercher le plus de productivité possible. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le contenu qui sort? Là, je vais le laisser travailler un peu ou pas. Il a l'air bloqué, fait que je vais vous montrer tout de suite. Euh, Présentation, 5 slides. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le fond, parce que moi, j'ai pris le résultat, OK, qui était là, de la donnée comme ça, sous forme de slide 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai utilisé le produit Gamma. OK? Euh, donc, dans Gamma, qui est spécialisé dans les présentations, je suis allée ici dans Créer avec l'IA, coller le texte, c'est-à-dire créer à partir de notes, d'un plan ou d'un contenu existant. Donc ici, là, je vais faire un copy-paste directement de ce que ChatGPT m'a sorti. J'enlève la petite phrase dans le bas. Puis là, je vais regarder s'il m'a sorti. Donc, il ne m'a rien sorti, mais je vais vous montrer le résultat parce que je ne pourrais pas vous le faire en live, on dirait.
ça donne ça ici. L'IA dans le domaine du transport de marchandises. Puis, bon, ce qui est le fun avec ça, c'est que il me fait aussi des images. J'ai pas demandé explicitement quelles images je voulais. Il a regardé mon contenu. Et puis, il y a aussi créé différents formats de slides pour que ce soit intéressant. OK, donc ça, j'ai vraiment carrément là, fait un copy-paste dans Gamma et c'est ce qu'il m'a donné. Là, à partir d'ici, je peux modifier avec l'IA aussi. Donc, j'ai plein de possibilités là, tu sais, qui m'offrent. Puis là, évidemment, ici, on voit le nombre de crédits que ça demande parce que c'est sûr que quand on utilise des outils gratuits, à un certain moment, on atteint une certaine limite, mais tu sais, c'est correct aussi, là. C'est normal de payer pour certains outils technologiques. Mais juste pour vous dire, ça je l'ai créé gratuitement. Euh, et donc, ça a été quand même assez rapide. Bon, il est arrivé finalement avec le contenu. Voilà, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Et je m'en vais ici copier, puis là, je serai capable d'aller faire mon exemple. Donc, je ne le referai pas pour vous, mais juste pour dire que des fois, c'est de simplement de combiner deux outils et qui va nous rendre la tâche vraiment plus facile. Parce que quand j'ai essayé de faire la même chose avec PowerPoint, avec Google Slide, en fait, il fallait que j'y aille slide par slide, que je copie le contenu slide par slide. Il ne me donnait pas nécessairement des images aussi intéressantes. Comme vous voyez ici, je lui avais demandé, peux-tu générer une image en couleur avec le contenu de la slide 2? Il m'avait fait ça, c'est pas mal, mais on est ailleurs. On est ailleurs avec Gamma. Le troisième exemple que je vous montre, uniformiser un brief. C'est quand même un exemple important dans le sens que dans une équipe de vente, nous, on est trois qui parlons à des clients et qui donc nourrissons l'équipe d'estimation de projet. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est que ces briefs-là qu'on donne à l'équipe de projet soient uniformes, contiennent toujours les mêmes éléments, les mêmes ingrédients. Donc, on utilise des outils Et puis là, je pense que cette petite fenêtre-là, OK. Euh, pour faire en sorte que nos briefs soient toujours constants, contiennent les bonnes informations, et ça, tu sais, peu importe comment la rencontre se déroule. Ce qui est sûr, c'est que comme personne aux ventes, il faut avoir la discipline de poser les bonnes questions pour faire sortir le contenu. Bref, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'enregistre. Évidemment, on a un outil qui est branché à notre calendrier. Ça peut être différents outils. Dans notre cas, c'est Transcriptor. Et donc, il va enregistrer et transcrire. Et là, ce que je fais après, c'est que je vais exporter le fichier texte. OK? Donc, le fichier texte, là, c'est vraiment un fichier. Si, si je vous fais ça ici, bureau. Donc, quand on exporte un transcript, si vous avez jamais regardé de quoi ça a l'air, là, un transcript d'un fichier audio, tu sais, c'est vraiment comme ça, là. C'est du texte brut. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Nous, on s'est fait ce qu'on appelle un custom GPT. Puis, je vous invite aussi à penser à des opportunités, des utilisations de custom GPT pour votre entreprise. C'est un GPT, mais qui est orienté vers une tâche. Dans ce cas-là, c'est de fournir un brief client. C'est un GPT qui est partagé dans notre équipe, mais auquel personne d'autre a accès. Donc ici, je lui dis, voici le transcript d'une réunion client. Peux-tu me faire un brief? Le site de la compagnie est, puis là, ben, je mets n'importe quel site pour l'exemple, et je vais chercher mon fichier de ma rencontre client, le fichier texte que je viens de vous montrer. J'aurais pu utiliser aussi là, les prompts qui sont prédéfinis. Si je lui avais pas donné l'adresse du site, il me l'aurait demandé parce qu'il est programmé pour aller chercher les informations manquantes aux besoins. Puis les deux informations qui sont nécessaires pour faire le brief, c'est le fichier texte et l'adresse du site du client pour faire cette partie-là ici qui est le à propos. Donc, qui est la première partie de notre brief. Donc, ici, j'ai le à propos, j'ai les enjeux d'affaires, j'ai les processus d'affaires actuels et les projets proposés.
Et ça se termine avec les suivis à faire auprès du client. Donc, ce custom GPT va toujours produire les briefs dans cet ordre. Donc là, je vais aller faire un copy, je vais aller sur notre Google Drive, créer un nouveau fichier. Je vais faire paste de mon contenu. Je vais enlever la petite phrase ici et ça en haut. Et puis là, je vais renommer mon fichier, mettons, brief, etc. Oups! Brief métro. Et puis là, je peux tout de suite prendre cette URL-là, envoyer ça à mon équipe d'estimation et j'ai un beau brief bien formulé. Évidemment, je vais aller le relire. Il peut y avoir des petites erreurs. Des fois, quand on parle de chiffres, il peut se mélanger. Ou des fois, si on parle aussi à la négative, par exemple, un client qui va dire oui, mais moi, j'ai pas 100 000 à mettre là-dessus. Puis là, finalement, dans le brief, il va dire le budget du client, c'est 100 000. Donc, faut quand même faire attention à ça pour ces petits détails qui sont pas si anodins. Donc, je vous encourage vraiment à accélérer vos workflows à partir des rencontres clients pour produire les briefs, qui est quelque chose qu'on voit dans pratiquement toutes les équipes de vente. Et puis, de notre côté, vous voyez, il y a encore un peu de manuel. Il faut que j'aille chercher le fichier texte. Il faut que j'aille créer le document. Donc, il y aurait moyen d'accélérer encore plus, d'automatiser encore plus. Mon quatrième exemple, valider un texte ou une approche. Puis là, je vois que le temps file. Euh, Ce qu'on voit avec l'utilisation, là, puis je vais vous montrer des chiffres que j'ai vus hier, c'est Valérie Pisano qui montrait ça sur la grande scène au Salon Connexion. L'utilisation de ces outils-là évolue de mois en mois. Donc, on s'en sert beaucoup, oui, pour créer du contenu, s'aider dans nos idées, notre créativité. Mais on s'en sert de plus en plus pour avoir un deuxième œil, se faire challenger aussi nos idées, avoir une deuxième opinion, connaître, tu sais, y a-t-il des angles morts, etc. Bon, à quoi ça peut aider dans une équipe de vente? Euh, Ça peut aider au niveau au niveau marketing et dans des publications, dire, ben, peux-tu me critiquer sévèrement mon post LinkedIn? Puis là, tu lui donnes le contenu, puis il va te le critiquer. Ça peut être aussi, j'ai une rencontre, mais on va le faire en live, là, j'ai préparé un prompt ici. Euh, j'ai une rencontre avec un client, tu sais, un client qui n'a pas bien réagi à la première offre qu'on leur a fait. C'était une offre pour un atelier qui permettait de mettre sur pied une feuille de route pour des projets technologiques, etc. Puis, j'aimerais ça savoir, tu sais, as-tu des conseils pour m'aider à faire de cette rencontre, dans le fond, la rencontre la meilleure possible. Est-ce que tu peux me suggérer des questions qui vont m'aider à cibler ce qui est au cœur de leur réaction? Je veux comprendre la réaction du client, je vais aller plus loin, etc. Et puis là, je le fais travailler là-dessus. Et donc, voici une liste structurée des questions ouvertes. Donc, comment je peux faire pour rattraper ce client-là? Explorer la perception initiale de l'offre, aborder la notion de valeur, revenir à leurs objectifs, douleurs et priorités. Je trouve ça quand même très pertinent, honnêtement. Puis des fois, quand on est dans un peu dans l'émotion, quand on est resté amer face à une rencontre avec un client qui a mal réagi, tout ça, c'est le fun d'avoir ce feedback-là qui est vraiment un recul puis qui nous ramène, oui, un peu, vous allez dire peut-être c'est la base, mais c'est comme, OK, mais c'est vrai que faudrait que je comprenne c'est quoi leur perception. Puis est-ce qu'on peut retourner à qu'est-ce qui est important pour eux au départ pour essayer de ramener, dans le fond, ma relation avec eux sur quelque chose qui va leur apporter beaucoup de valeur. Pour faire ce genre de choses-là, c'est intéressant d'utiliser aussi le mode vocal de ChatGPT. Vous êtes en voiture, vous vous en allez à la rencontre client en question. Ouvrez le mode vocal et vous avez même une dizaine de voix parmi lesquelles vous pouvez choisir. Puis là, vous lui parlez. Écoute, je m'en vais voir tel client. Il est arrivé telle chose. J'ai l'impression que X, Y, Z, blablabla. Puis vous pouvez avoir cette conversation-là avec l'IA. Et donc, ici, je trouvais que c'était très bien écrit, là, tu sais, c'est pour écouter
ça va vous permettre d'écouter les deux côtés, voir les deux côtés de la médaille ou d'un débat, de voir aussi des zones grises qu'on n'aurait peut-être pas bien perçues. Euh, Ça peut vous aider à approfondir votre réflexion. Et puis, ce qui m'amène à vous parler justement de qu'est-ce que Valérie Pisano a présenté hier, un article du Harvard Business Review, toujours une source très crédible, qui parle de comment l'IA générative était utilisée en 2024 et c'est quoi le portrait de 2025 jusqu'ici. Et puis, on voit 2024, on était beaucoup dans la création de contenu, l'édition, tout ça. Et ça a basculé à 18%. Et c'est quoi qui prend la place maintenant? Personal and Professional Support, qui est monté en première place. OK, puis je vais vous montrer l'article comme tel, là. Vous pouvez le trouver, là, dans le fond, c'est facile. C'est How People Are Really Using Gen AI in 2025. Puis quand on creuse un peu, là, le bleu ici, c'est quoi? C'est un peu petit, je vais vous grossir ça. Euh, Therapy Companionship, Organizing My Life, Finding Purpose. Ça fait qu'on voit qu'on est vraiment dans le... C'est un peu... on est dans le haut niveau, tu sais, dans le sens on s'en sert vraiment pour échanger, pour avoir des conversations approfondies. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir ce portrait-là, puis peut-être que vous vous situez plus dans l'édition de texte, explorer le topic of interest, personal learning, etc. Mais de voir à quel point ces outils-là prennent leur sens aussi dans une utilisation qui est quand même assez approfondie. On voit que l'intelligence comme telle est très présente. La vraie, tu sais, ce qu'on pourrait associer à la vraie intelligence, la conversation, le companionship, c'est une utilisation qui est en hausse en 2025. Et mon dernier exemple, c'est avec un produit qui s'appelle Notebook LM, qui est un produit de Google que vous avez peut-être vu par le passé, et donc qui vous permet de créer des dossiers, des projets où vous rassemblez l'information sur une entreprise. L'avantage de Notebook LM, c'est qu'il va beaucoup moins halluciner parce qu'il se base seulement sur les documents que vous lui donnez. OK? Donc, je vais vous montrer mon exemple ici. Par exemple, je m'en vais rencontrer la compagnie Richelieu, OK, qui est une très grosse entreprise. Je vais me créer un nouveau projet. Ici, je l'ai déjà, Richelieu. Et puis, je vais lui donner des sources. Donc, ici, je suis allée chercher le rapport annuel de Richelieu. Je suis allée lui donner ici, c'est bizarre pourquoi il n'y a pas de label, mais en fait, c'est euh, l'adresse du site corporatif. OK, donc je suis allée ici, site web corporatif, je suis allée chercher le lien. Et puis, ce qui est intéressant avec Notebook LM, c'est qu'on peut lui donner des sources dans plusieurs formats. Donc, je pourrais aussi aller sur la page YouTube de Richelieu. Je vais arrêter ça avant que ça fasse du bruit. Et si, par exemple, bon, événement corporatif, tiens, par exemple, si je pense qu'ici, il y a du contenu intéressant pour ma réflexion, je vais aller chercher l'URL et je vais l'ajouter comme une source YouTube ici. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher le contenu audio, il va aller chercher le texte. euh, de cette vidéo-là. Donc, vous pouvez rajouter différentes sources. Et puis, par exemple, je pourrais lui demander, je vais faire, puis ici, ça devient comme un chat GPT, là. Je travaille pour une compagnie qui offre des services en développement de solutions à intelligence artificielle. Quels sont les besoins de Richelieu euh, en considérant leur stratégie de marché? Et donc là, j'ai configuré Notebook LM pour qu'il me sorte une information en français parce que par défaut, il me répond en anglais même quand je parle en français. Donc, vous pouvez aller dans les settings ici. Et donc, il est allé m'analyser ici, puis en considérant la stratégie de marché, il me parle d'expérience client, optimisation de la chaîne d'approvisionnement, gestion des stocks, soutien à la stratégie d'innovation. Donc ici, ça me donne des pistes pour aller développer ce client-là. Puis là, je peux creuser, là, je peux poser d'autres questions complémentaires.
toujours en utilisant ces documents-là que je lui ai donnés. Et donc, si je retourne à ma présentation, vous pouvez aussi, puis ça, je vous le montre très rapidement, faire une analyse de proposition de valeur de votre entreprise et des compétiteurs en demandant à ChatGPT de sortir la proposition de valeur, le USP, faire un document avec ça. Et puis moi, je suis allée dans Claude parce que là, j'avais envie de tester un autre outil. Et puis j'ai demandé à Claude, ça c'était son prompt. J'ai préparé un document dans lequel j'ai inscrit la proposition de valeur de 5 compagnies, dont ma compagnie. J'aimerais utiliser ce contenu pour faire un jeu questionnaire pour mes collègues. OK, donc j'ai anonymisé le contenu, puis ce que je voulais envoyer ça à mes collègues pour voir est-ce qu'on est capable de reconnaître notre Unique Selling Proposition à travers celle de nos compétiteurs. Donc ici, c'est la fenêtre de Claude. Vous voyez mon échange avec lui. Et en deux, trois prompts, je suis arrivée à une application web ici que je peux utiliser. Je veux dire, donc là, je vais aller lire la proposition de valeur, le USP. Ah, ça, je pense que c'est cette entreprise-là. J'ai 5 entreprises ici. Et puis à la fin, il me donne mon résultat. Je peux partager ça à mes collègues via une URL. Euh, Ça se fait très rapidement. Puis à l'aide, ce genre de choses-là, ce genre de petite application-là, vous pouvez le faire avec différentes sortes de contenus. Vous pouvez même prendre une offre de service et la tourner en document interactif comme ça. Fait que vraiment, ça peut créer un wow là, assez rapidement, soit pour des documents internes ou externes. Fait qu'en terminant, ce que je veux vous dire, ben, stimuler et récompenser l'innovation dans votre entreprise. Partagez vos réussites, partagez vos échecs, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Récompensez les bonnes idées, puis surtout, réservez-vous du temps pour expérimenter avec tout ça. Je te passe la parole, Mathieu. Parfait, merci beaucoup, Dorian, c'était super intéressant. Je vais partager mon écran. Moi, je vais vous présenter vraiment des cas pratiques, là. Je n'ai pas de présentation en tant que telle, mais j'ai plusieurs exemples à vous présenter. Là, le premier, il est controversé, là. Je suis désolé, mais c'était le meilleur que j'ai trouvé dans l'utilisation du Deep Research. Là, je vais dire Gemini. Là, je sais qu'on peut dire Gemini, Gemini, peu importe. Mais c'est l'outil, dans le fond, le ChatGPT de Google. Donc, on a la chance d'avoir on paye en fait pour les services de Google. On est sur Google Workspace, puis on a accès, dans le fond, aux fonctionnalités payantes de Gemini. Donc, ici, j'ai lancé une recherche, dans le fond, pour lui. Le but un peu, c'était de savoir dans quel État aux États-Unis on pourrait peut-être vendre nos services. Pas ce qu'on veut faire nécessairement, mais je voulais tester en fait l'outil de recherche. Puis c'est un truc, vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que c'est des trucs que ça prendrait des heures et même peut-être une semaine à faire, là. Les données sont quand même assez étonnantes. Google, il faut se rappeler que bon, c'est un moteur de recherche qui est ultra puissant, donc qui est capable de chercher sur le web un paquet d'informations. Donc, je lui ai demandé un peu, allez me chercher. Ben, le prompt, là, je m'excuse aussi parce que j'ai des prompts qui ont des fautes, mais tu sais, les GPT de ce monde, ça ne leur dérange pas qu'il y ait des fautes, là, que j'écris assez vite les prompts, là, mais c'est de sortir, dans le fond, le PIB de chacun des États, puis de voir un peu c'est quoi la pénétration de marché d'HubSpot, mais aussi des entreprises canadiennes. Donc, quel État est plus susceptible de faire affaire avec des entreprises canadiennes? Puis aussi, ben, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres partenaires HubSpot dans ces États-là? Donc, ce qui est le fun, contrairement à d'autres, parce qu'il y a d'autres LLM aussi qui vont l'offrir, l'outil de recherche, le ChatGPT l'offre, Cloud aussi, Perplexity. Euh, mais ce qui est le fun avec Gemini, c'est qu'il va te dire ce qu'il va faire, puis tu peux changer le plan avant de commencer la recherche. Puis quand on commence la recherche, c'est une recherche qui peut prendre 5, 10, même des fois 15 minutes. Il peut aller visiter des centaines de sites web qui sont interreliés entre eux pour aller chercher l'information. Puis son plan de match était quand même super bon. C'est d'aller chercher le PIB dans le fond pour chacun des États, aller chercher le nombre de partenaires dans chacun des États. Après ça, synthétiser l'information. Puis après ça, me sortir, dans le fond, les 5 principaux États américains qui offrent le plus grand potentiel pour un partenaire HubSpot canadien en tenant compte de la demande, l'importation, le PIB, puis la concentration des partenaires existants. Là, vous allez voir ce qu'il a fait comme contenu, c'est très exhaustif, là. Attendez, ça lag un tout petit peu. On voit ici, dans le fond, là, chacun des États avec le PIB, avec le pourcentage du PIB,
Après ça, il va aller chercher le nombre de partenaires, de clients dans chacun des États. Évidemment, il y a beaucoup plus de clients que ça aux États-Unis, mais j'imagine que c'est ceux-là qui sont accessibles sur le web. Donc, sa méthode, c'est la comparaison qui compte et non pas le nombre de clients, là, parce que HubSpot a des centaines de milliers de clients, beaucoup plus de clients que ça, mais il a quand même identifié 37 000 puis il est capable de les répartir à travers les États. Donc, quand même assez phénoménal. Puis on a, excuse, ça lag un tout petit peu. Je pense que c'est peut-être mieux de désactiver ma caméra pour que ça aille plus vite. Je vais juste, je vais désactiver le flou déjà, ça va être bon. Ça va peut-être aider. Sinon, on a ici, bon, ça c'est bon. Après ça, dans le fond, il est allé chercher le nombre de clients HubSpot puis le nombre de partenaires, puis il me donne une évaluation quantitative des partenaires puis de la concurrence qui se trouve. Puis après ça, il me sort la liste des 5 États, puis il me donne les raisons pour lesquelles il les a choisis. Donc, c'est quand même ultra pertinent. Puis après ça, je vais passer rapidement, là, mais je lui ai demandé de refaire la même chose pour les provinces de l'Atlantique au Canada. Puis là, il m'a ressorti dans une autre étude similaire avec, bon, c'est quoi la pénétration de marché d'HubSpot dans chacune des provinces des maritimes avec le nombre de partenaires HubSpot qu'il peut avoir dans ces États-là. Donc, pour faire des études de marché, bon, on s'entend que ce n'était pas une étude de marché là, comme si on paierait 10 000, 15 000 pour la faire, mais en 10 minutes, là, à peu près, là, il sort quelque chose de quand même très cohérent, puis c'est quand même hyper intéressant. Là, je voulais juste pas oublier de vous dire qu'il y a d'autres outils qui offrent le Deep Research qui est gratuitement, comme celui il y a Grok, c'est celui de X, là, qui est celui de notre cher Elon Musk, mais il est gratuit. Donc, vous pouvez faire une recherche, mais vous voyez qu'il est beaucoup moins exhaustif dans ses résultats, là. J'ai demandé d'un peu de faire la même chose pour les villes canadiennes, pour le marché, pour les entreprises manufacturières et technologiques. Puis il m'a sorti quand même quelque chose de bien. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est moins poussé, en fait, ce qui va sortir comme résultat. Ce qui est le fun, juste rapidement, je vais revenir ici, là, mais pour ceux qui utilisent HubSpot, pas HubSpot, je m'excuse, c'est ceux qui utilisent Google, vous pouvez l'exporter, en fait, la recherche dans un document. Donc, après ça, vous pouvez la partager à des collègues, tout ça. Évidemment, si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas très grave. Vous pouvez copier le contenu puis le copier, le coller dans un autre document. Là, je voulais montrer un autre exemple. Ça ressemble un petit peu à ce que Doriane présentait tantôt pour Richelieu, là, la compagnie. Mais moi, j'ai demandé de faire une recherche, en fait, sur Équiterre. Mettons que j'avais à cibler Équiterre. J'ai demandé un peu d'expliquer son positionnement au Canada, puis de me donner des recommandations si je voulais leur vendre une refonte d'un site Internet. Donc, puis je voulais en même temps qu'ils comparent Équiterre avec d'autres organismes similaires à travers le monde, puis me donner, dans le fond, m'aider à présenter à l'organisme des idées, dans le fond, de positionnement, puis pourquoi ils devraient modifier leur site web, tout ça. Donc là, ce qui me sort, c'est vraiment, vraiment impressionnant, là. Il va me sortir, dans le fond, il va identifier, premièrement, son identification des autres organismes à travers le monde, puis il va même, il marque les mentions médiatiques, tout ça. Il me donne beaucoup, beaucoup d'informations par rapport à Équiterre. Puis là, il va me sortir, bon, Greenpeace puis différents organismes là, qui sont, bon, pas nécessairement concurrents, mais similaires à Équiterre. Il va me sortir ça aussi dans un tableau, je pense, un petit peu plus loin ici, avec les différences pour chacun, tout ça. Donc, c'est super visuel, là. Dans le fond, c'est une idée. Là, c'est sûr que c'est un peu lourd comme document. Mais là, ce que je peux lui demander depuis peu, là, depuis la semaine passée, c'est de créer, dans le fond, un aperçu audio. Tu peux même créer un jeu de questionnaire, un peu comme l'idée de Dorian tantôt, puis de tester, dans le fond, si. Puis là, ça commence un peu avec une joke, mais juste vous donner l'extrait. Ça résume avec un fichier audio qu'on peut télécharger en plus par la suite en fichier MP3, si je ne me trompe pas. Puis je vais juste le jouer, vous allez entendre. C'est quand même super fluide, mais il y a une mauvaise traduction dès le début, mais je l'ai laissé juste pour À notre plongée profonde. Aujourd'hui, on regarde la stratégie numérique d'Équiterre. C'est un gros joueur en écologie ici au Canada. Exact. Puis notre source, c'est un rapport interne qui analyse un peu où ils en sont sur le web, puis qui donne des recommandations. C'est ça. Notre mission pour cette plongée, sortir les points clés de ce qu'ils proposent pour que leur présence en ligne ait plus d'impact. Puis Équiterre, faut le rappeler, ça date de 1993. Leur but, c'est de rendre la transition écologique. Je vais arrêter ça là, mais c'est
impressionnant, en fait, puis c'est intéressant à écouter. Donc, c'est quelque chose qu'on peut télécharger, ajouter dans notre playlist, puis l'écouter dans l'auto. Puis, tu sais, là, il a fait un fichier de 5 minutes seulement, mais des fois, il est en mesure de te fournir une vidéo. Ça dure 15-20 minutes, puis tu sais, ça a l'air d'une vraie conversation. C'est vraiment impressionnant. Puis ça prend 4-5 minutes à faire, c'est pas très, très long. Vous pouvez faire autre chose en attendant, évidemment. Je vais montrer un autre exemple que j'ai fait, là. Mais là, c'est une idée que j'ai eue. Tu sais, j'ai demandé carrément de faire une recherche pour voir s'il n'y avait pas des appels d'offres publics pour des projets d'implémentation au CRM au Québec. Puis, il m'a lancé une recherche sur le web pour trouver, dans le fond, des projets potentiels, des appels d'offres ouverts. Il a évidemment détecté des sites d'appels d'offres publics, là, SEAO, puis l'autre, là, je ne me souviens plus lequel, puis au Canada, puis au Québec. Puis il m'a identifié des projets qui semblent intéressants quand même, là. Donc, tu sais, c'est juste pour vous donner des idées de recherche qu'on peut lancer, mais il m'a donné, dans le fond, le numéro des appels d'offres, puis des appels d'offres. Ici, on les voit, là. Dans le fond, il y a le Montreal University qui cherche à avoir un CRM, tu as le numéro de référence, tout ça. Donc, si tu fais la recherche sur le web, tu vas le trouver. Je ne l'ai pas montré tantôt, mais à la fin des recherches, il donne toutes ses sources. Donc, il y a moyen d'aller voir aussi, bon, ben, pour quel ou tel truc, là, où est-ce qu'il a trouvé ces trucs. Puis, dans le fond, on le voit ici, en savoir plus, on va voir, dans le fond, la source des différents trucs qu'il a trouvé quand il a fait sa recherche. Google est impressionnant parce qu'il peut lancer des fois 200, il va visiter 200 sites web en une dizaine de minutes. T'sais, imaginez là, quelqu'un qui doit faire ce travail-là, puis collecter toute l'information, puis trouver, tout faire des liens avec tout ça. C'est pratiquement, c'est possible, là, mais c'est du temps là, énorme. Sinon, j'ai mis un autre exemple, un peu comme notre book LM. Ben, c'est notre book LM, c'est un exemple que Dorian a montré tantôt. Mais là, j'ai pris, en fait, le document que Gemini avait fait sur Équiterre, tantôt ici, puis je l'ai fourni à notre book LM, puis j'y ai fourni des vidéos. Comme disait Dorian tantôt, on peut fournir plusieurs sources, dans le fond, à notre book LM. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut y fournir des vidéos YouTube. Parce qu'il y a certains documents, je pense qu'il ne prend pas, par exemple, les fichiers Excel, mais il prend des fichiers, il prend des vidéos. Tu peux lui fournir une dizaine de vidéos YouTube, puis te demander de te faire un résumé, de demander c'est quoi les interrelations. Une fois, j'ai donné, tu prends des vidéos YouTube des gens qui parlent pour quelque chose, puis d'autres qui parlent contre quelque chose. Donc, tu regardes de deux côtés de la médaille, puis tu lui demandes de faire un résumé, en fait, de ça, puis tu lui poses des questions de pourquoi, tu sais, c'est quoi les arguments positifs, les arguments négatifs, puis il va te les sortir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fourni le site web d'Équiterre, j'ai fourni l'étude que j'ai demandé, puis j'ai fourni le rapport annuel d'Équiterre, puis j'ai fourni les 5 dernières nouvelles sur le truc. Puis en fait, ici, c'est la recherche puis les recommandations web que j'avais faites avec Gemini. Puis après ça, ben, je peux lui poser des questions. Là, je peux lui demander, ben, là, ici, j'ai demandé pourquoi comment Équiterre engage-t-elle et mobilise-t-elle le public pour une transition écologique et sociale juste, puis il va me sortir les trucs. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'il me dit des trucs, il me donne la source, dans le fond, où est-ce qu'il a trouvé ça. Il l'a trouvé où, puis dans quel document. Puis encore ici, tu peux aussi demander de faire un fichier audio. Là, bienvenue à cette exploration des sources sur Équiterre. L'objectif aujourd'hui, c'est de brosser un portrait utile de l'organisme. On veut regarder sa mission, ses finances, ses priorités, puis aussi... Et là, dans le fond, il a créé un fichier audio basé sur tout le contenu que j'y ai fourni, là, qui est quand même impressionnant, la somme de contenu que tu peux lui donner. Puis c'est très, très, très rapide, l'analyse. Une fois qu'on lui fournit le document, ça prend 1 seconde, puis il en a pris connaissance. Puis après ça, on peut lui poser des questions. Ce qui est le fun aussi, si vous utilisez Google, c'est que vous pouvez le partager à d'autres collègues. Puis les gens peuvent aussi soumettre des documents. Donc, ça mettons sur un client ou un prospect, que vous avez une cible, bien, vous pouvez partager un dossier, c'est comme un projet, dans le fond, dans lequel tout le monde peut ajouter des documents. Puis après ça, vous pouvez faire des requêtes et tout ça. C'est assez impressionnant là, ce que ça peut faire. Là, j'ai un autre exemple qui peut être intéressant aussi, c'est que j'ai pris une transcription d'un meeting qu'on a eu avec un prospect. Avant tout, j'y ai demandé de prendre la transcription puis de l'anonymiser pour ne pas nommer le prospect. Je l'ai nommé Entreprise ABC, puis j'ai changé le nom des gens dans la transcription. Puis après ça, je l'ai fourni à notre book LM. J'ai pris notre offre de service qu'on allait présenter à cette entreprise-là en changeant le nom de l'entreprise pour Entreprise ABC. Donc, puis j'y ai fourni un document qu'on a qui est les questions exploratoires qu'on pose dans le fond à des prospects.
Donc, après ça, j'ai pu demander, ben, dans les informations que tu as, quelles questions qu'on pourrait poser pour compléter l'information qu'on a sur le prospect, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on a oublié de demander. Puis, selon les documents qu'on a, puis les questions qu'on pose normalement et la transcription de l'appel qu'on a eu avec le prospect, il va me donner la liste des questions qui peuvent être pertinentes à poser. C'est une des trucs que j'ai demandé. Après ça, j'ai demandé de me sortir des arguments de vente puis de préparer, dans le fond, notre présentation de notre offre de service. Puis il m'a sorti, dans le fond, un plan de match. Là. Puis il me donne les sources, encore une fois, de quand on a parlé de tel truc dans le meeting. Donc, pour le client, ça pouvait, mettons, être important, où il y avait une problématique avec tel ou tel truc. Bien, il va me dire exactement à quel moment je peux réécouter mon enregistrement, là, ou regarder la transcription du meeting. Donc, ça peut être vraiment hyper utile, là. C'est vraiment. Puis ici, j'ai demandé les objections que je pourrais avoir, puis c'est quoi, dans le fond, les règles, comment je peux défendre un peu cet argument-là. Là, je ne vous lirai pas tout ça, mais c'est juste pour vous donner des idées de ce qu'on peut poser. Puis j'ai demandé des recommandations pour améliorer l'offre de service. Si on avait peut-être oublié des trucs dans la liste des objectifs ou des livrables, on a parlé pendant le meeting de qualification, si on veut dire. C'est un peu un meeting d'exploration, là. Puis on espère closer la vente auprès d'entreprises ABC bientôt. Un autre truc qu'on a fait aussi que j'ai expérimenté chez Parcours 3, c'est de créer un GPT, là. C'est un peu comme un assistant. J'ai créé un GPT qu'on appelle coach en vente Parcours 3. C'est un coach de vente. J'ai donné des instructions à ça. C'est sur ChatGPT qu'on peut faire ça. Il y a même, en fait, il est possible d'en faire maintenant, je pense même avec la version gratuite. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux partager après ça ton GPT à d'autres personnes. Moi, ce que j'ai fait, j'y ai fourni des livres en PDF, des livres de vente sur les techniques de vente. Puis après ça, dans le fond, à mon assistant, je peux lui poser des questions. Je vais envoyer une offre de service, qui est encore une fois celle de l'entreprise ABC. Puis je lui demande de me sortir, dans le fond, des conseils par rapport à un livre particulier. C'est sûr que ChatGPT, il connaît, là, il a lu plein de résumés de ce livre-là, mais moi, j'y ai fourni carrément le livre au complet, le PDF, puis j'en ai fourni 5-6, des livres très populaires en vente, que je peux lui demander de me sortir un genre d'argumentaire de vente. Puis là, il va me sortir, dans le fond, basé sur les techniques qui sont enseignées dans le livre, bien, chacune des étapes. Et en plus, il l'adapte à mon offre de service. Donc, c'est quand même assez génial, là. Et j'ai oublié de dire quelque chose tantôt là, par rapport au brief, mettons. Ici, j'ai fait un fichier audio aussi pour expliquer un peu l'offre de service pour Parcours 3 pour qu'on offre à l'entreprise ABC. Mais quand tu viens pour créer un fichier audio, tu peux lui donner des instructions, puis tu peux lui demander de le faire, ben, un, juste pour m'informer, ou deux, tu peux lui dire, ben, moi, je suis directeur de vente, puis crée-moi le fichier audio pour que je puisse coacher mon équipe pour avoir le plus de chances possible de fermer la vente, de conclure la vente. Ou sinon, je peux dire aussi, crée-moi le vidéo pour le représentant, pour qu'il puisse se préparer, dans le fond, selon le guide que j'ai pu y donner. Parce que dans le fond, quand on rentre dans les exemples, là, j'ai fourni un livre, mais j'aurais pu aussi fournir le playbook ou la façon de faire chez Parcours 3 pour vendre un projet ou dans votre entreprise. Puis après ça, d'adapter, dans le fond, le coach, il va exactement proposer les étapes que vous devriez faire, puis s'assurer que les étapes sont faites. Il peut même analyser une rencontre, une transcription avec un prospect, puis dire est-ce que tu as bien suivi les étapes que tu aurais dû suivre, puis bon, tu n'as pas posé telle ou telle question qui aurait été importante, comme est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision, quand est-ce que vous pensez livrer votre projet, etc. Donc, si vous avez votre liste, il va être capable de coacher un peu puis d'améliorer en fait votre technique. C'est quand même ultra intéressant. Là, je sais qu'il arrive à 49, mais je vais juste finir avec de plus en plus, on va entendre parler d'agents, puis il y a des trucs que je viens d'expliquer là qui vont s'automatiser avec le temps, là. Donc, comme HubSpot, par exemple, il permet d'ajouter, tu peux créer un agent de prospection, puis il va faire la recherche pour toi, puis il va même venir adapter le email que tu vas écrire à la personne Puis ça peut être un client ou un prospect qui est dans votre base de données, puis par rapport à certaines actions qu'il a faites, comme mettons, il a été mettons qu'il a écouté un webinaire, il a l'air d'avoir de l'intérêt pour tel ou tel truc. Bien, les messages peuvent se personnaliser. Ils peuvent être modifiés avant d'être envoyés. Là, celui-là, c'est pour Dorian, je ne l'ai pas envoyé, mais je pourrais le modifier avant de l'envoyer. Puis ici, on peut voir View Research Evidence. Puis on voit en fait comment il a fait sa recherche
sur Dorian. Puis il est allé voir même les emails que j'ai échangés avec elle dans le CRM. Puis il est capable d'aller chercher, dans le fond, ben, son titre, etc., qu'est-ce qu'elle fait chez Explorer. Bon, évidemment, elle est inscrite au webinaire, c'est normal, elle le donne avec nous autres. On a la description de l'entreprise. Là, pour l'instant, il fonctionne juste en anglais, là. Puis on a aussi tous les emails qu'on a échangés avec la compagnie. Là, l'affaire, c'est que c'est une entreprise québécoise, donc il n'y a pas, ben, il y aurait pu y avoir des press releases, mais il n'y en a pas. Mais je vais juste donner un autre exemple d'une compagnie américaine où est-ce qu'on a plus d'informations. C'est encore Dorian, ça veut dire que c'est l'autre. Ici, c'est l'entreprise Snowflake, que je ne connais pas, mais c'était pour faire mon exemple. Puis ici, on peut voir, bon, on a eu 2 appels avec eux d'une tentative de contact, puis on va avoir les dernières nouvelles. Que dans le fond, c'est comme si l'agent, il fait ben, c'est ce qu'il fait, là. Il fait les recherches sur le web par rapport à l'entreprise, par rapport même au contact, c'est quoi ces dernières interactions qu'il y a eu, puis il peut personnaliser un message d'approche basé sur ce qu'il va avoir trouvé sur la compagnie, comme est-ce qu'ils ont fait une acquisition dernièrement, est-ce qu'ils ont embauché un nouveau directeur des ventes, peu importe. C'est toutes des choses comme, ben, on ne fait pas ça tout le temps, mais des fois, on va faire ça manuellement. De plus en plus, on s'en va vers un monde que les agents vont le faire pour nous autres, puis ils vont fournir cette information-là. Cet agent-là en particulier, il est semi-automatisé, c'est-à-dire qu'il trouve l'information, il modifie un peu le message, puis tu peux avoir différents agents qui vendent des affaires différentes, tout dépendant de ce qu'il va trouver sur les gens, puis les listes de contacts que vous avez. Puis après ça, tu peux aller le modifier. Ben là, il est juste en anglais, je pourrais le traduire en français. C'est pas tout le temps parfait, là, évidemment, mais c'est nouveau en plus là, aussi. Ça fait qu'il est en bêta encore, là, mais ça s'en va vers ça, là. De plus en plus, il va y avoir des agents puis c'est pas juste des assistants qui vont faire une seule tâche, c'est des agents qui vont faire une multitude de tâches. Donc, ils vont chercher sur le web, ils vont trouver des prospects, ils vont préparer une approche. Puis même après un appel, ils pourraient même créer une offre de service puis la personnaliser selon l'appel qu'il y a eu. Tu sais, c'est là qu'on s'en va. Puis c'est pas de la science-fiction, c'est déjà quelque chose qu'en théorie, c'est faisable, là. Ça peut se faire. Je vais m'arrêter là, c'est quelque chose qui pourrait parler longtemps, mais déjà il est 52, donc on va garder un petit peu de temps pour les questions, hein. Je vais réactiver ma caméra. Voilà. Ça a marché, enfin, ça a arrêté de laguer un peu. Lauriane, as-tu. Il y a eu une seule question, en fait, tantôt, mais je n'ai pas arrêté la présentation, mais il y a quelqu'un qui demandait. Ah, en fait, il y a eu une autre question, excusez. J'ai répondu pour Oui, notre bon. book LM. Tu sais, la question, c'était par rapport à ChatGPT. On peut fournir aussi. Puis, tu sais, on le voit, là, tous les géants sont dans un mode où, là, il y a un feature, l'autre fait le même feature, puis tout ça, parce que en arrière, toute la puissance, tout le LLM est là. Donc, le défi, c'est de créer des produits utilisables. Tant que ce soit, là, le deep research, le ci, le ça. Vous allez voir de la similarité entre les outils, mais à un moment donné, on baigne dans un certain stack technologique, fait qu'on va adopter qu'est-ce qui va le plus possible dans nos outils, mais c'est intéressant à ce point-ci de prendre le temps aussi de comparer certains outputs comme Mathieu a fait entre Notebook LM et ChatGPT, Deep Research, tout ça, pour voir où est-ce que chaque outil en est, parce que des fois, on frappe certains certaines barrières, puis là, on se dit, ah ben tiens, il y a ça qui est plus avancé pour faire telle tâche. Fait qu'on on est beaucoup dans l'expérimentation, puis il faut se garder du temps, il y a une petite learning curve, mais en même temps, on en retire beaucoup, là. Oui, effectivement. Il y a des questions qui rentrent, donc on pourrait discuter de ça longtemps, mais je vais me concentrer sur ces questions. Est-ce que Copilot est aussi puissant que ChatGPT comme outil pour les ventes? Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi, Dorian, tu le Ben, tu sais. sais, on sait que Microsoft puis OpenAI ont une entente là, Oui, c'est une entente d'affaires. Là. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, tu sais, copilote en arrière, le cerveau, c'est les produits d'OpenAI. Par contre, il y a plus d'opacité par rapport à Copilote. On ne sait pas nécessairement quel modèle est utilisé. On n'a pas le même contrôle que quand on va sur ChatGPT puis on choisit le modèle. Donc, moi, j'ai entendu que des fois, copilote chez certains utilisateurs, plus frustrant à certains cas, mais je pense qu'on est encore dans la période d'expérimentation. Puis il y a le copilote directement dans l'outil, exemple dans Excel, qui travaille juste dans Excel, puis il y a le copilote général. Euh,
Donc, moi, tu sais, ça prend de la formation, ça prend des gens qui viennent et qui testent des choses Ouais. dans vos entreprises pour le déterminer. Moi, je pense que c'est très équivalent, là. Je ne connais pas beaucoup Copilot parce que, comme je disais, on est sur Google, là, donc, mais, euh, mais ça doit être. Je l'ai utilisé un petit peu, puis les résultats sont très similaires à ce que ChatGPT peut faire. Je n'avais même pas remarqué qu'on ne peut pas changer de modèle, mais je pense que c'est très. Je pense que c'est tout aussi puissant pour vrai. Cool. Connecter, comme tu disais tantôt, c'est un bon point. Si vous utilisez la suite Microsoft, vous utilisez Microsoft, mais j'imagine que Copilot est un bon choix pour plein de choses. Tu sais, nous autres, Gemini, on était souvent un peu déçus, même si on utilisait Google, des fois c'était moins bien. Puis là, le Deep Research de Google, je le trouve beaucoup plus puissant que celui de Grok ou celui de Claude ou même Perplexity. J'étais déçu de ce qu'il me donnait. Mais là, c'est qu'il y a des outils qui sont plus forts dans certaines affaires. Mais c'est sûr que quand c'est branché à votre suite, comme Google, par exemple, Gemini, on peut faire des recherches dans les fichiers Google Docs sans les uploader. Il va juste se connecter live sur les fichiers, mais sûrement que Copilot peut faire la même chose avec Oui, ça. il peut faire la même chose. Les entreprises sont parfois frileuses parce que justement, si les permissions sont pas bien organisées, là, ça peut devenir un problème. Donc, en amont, il faut vraiment s'assurer que toutes les permissions sur les documents soient bien setées. Assurément similaire, mais il y a Jean-Sébastien Lucier qui dit qu'il, pour l'avoir utilisé, Gemini et GPT sont plus performants que Copilot, mais ça reste à voir. Sinon, Caroline Gagnon nous pose la question, quelles sont les bonnes pratiques d'affaires pour l'utilisation d'un assistant de réunion, exemple MeetGeek avec les clients? Donc, j'imagine que MeetGeek, c'est quelque chose pour enregistrer, faire la transcription un peu comme TranscriptR, je pense que tu as présenté tantôt. C'est ça, ben, il y en a plusieurs, tu sais, puis déjà Google Meet, si vous êtes dans la suite Google, vous allez pouvoir avoir la transcription. Même chose pour dans les outils Microsoft. Fait que le besoin d'outils externes pour la transcription, euh, va diminuer. Maintenant, si ces outils-là réussissent à nous offrir une valeur ajoutée, on va peut-être les garder dans nos outils. Mais là, ce qu'il y a à vérifier aussi, c'est ils s'en vont où ces transcriptions-là, ces audios-là, c'est hébergé où l'information? Moi, ce que j'ai entendu beaucoup hier au Salon Connexion, c'est qu'il y a de plus en plus de vigilance par rapport à ça. Fait que peut-être que pour vous, ça dérange pas tant que ça, fine, mais je vous dirais, intéressez-vous aussi à où est-ce que les informations sont hébergées. Ouais, puis dans le fond, par rapport aux bonnes pratiques, moi, je pense qu'il faut être transparent, mais la plupart des outils, c'est visible, là. Il va y avoir une personne qui va se joindre, qui est un assistant virtuel, qui va prendre des notes. Donc, si dans Google, maintenant, enfin, là, il y a la transcription en français, parce que c'est depuis une semaine seulement que les transcriptions fonctionnent en français. Mais ça le dit, là, c'est comme quand tu enregistres un meeting, comme là, le Zoom est enregistré, les gens, ils savent, c'est affiché en haut, puis normalement, ils ont été informés au début. Puis quand tu lances une transcription, c'est la même chose. Les gens devraient voir il y a une transcription. En même temps, dans ma tête à moi, quand tu parles à quelqu'un, tu lui demandes pas, hey, prends pas de notes. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui. Tu sais, prendre des notes, pour moi, c'est pas si pire que ça, là. C'est même pas en prendre, peut-être qui est pas une bonne pratique, là. Mais au niveau de la confidentialité des données, tu as un très, très bon point. Mais je pense qu'il faut être transparent, là. Il faut que ça soit clair il y a quelque chose qui va prendre des notes. Puis, moi, ça m'est arrivé juste une fois qu'il y a quelqu'un qui a dit, ah, enlève ça, je veux pas être enregistré. Bon, OK. Mhm. Ouais. Et ça arrive. Sinon, il y a Martin Gaudet qui pose pour faire des présentations, est-ce que c'est possible de lui donner une image de marque pour respecter celle-ci dans la conception d'une présentation? Par exemple, moi, dans mon exemple de Claude, j'y avais donné un peu un thème de couleur et tout. Est-ce que j'aurais pu lui donner, ben, j'aurais pu lui donner des couleurs précises, de là, lui donner un brand book, puis lui dire de sortir, je sais pas à quel point il est un si bon designer Oh, que ça. ouais, peut-être pas un brand book, mais je pense par contre que certains outils, je ne sais pas si c'est le cas de Gamma, mais pour en avoir vu d'autres, il y a certains outils que tu peux créer des templates d'avance, puis dire de Mhm. respecter ces templates-là avec ton logo, tes images, tout ça, puis il va insérer ce que tu as créé, dans le fond, dans ce template-là. Donc, il faut demander à quelqu'un qui fasse un template qui va être compatible avec l'outil que vous servez, puis il y a certains outils que c'est possible. De respecter la marque, puis le ton de la marque, tout ça, je pense que c'est plus à GPT qu'il faut envoyer ton brand book avant de rédiger le texte, puis il peut sans aucun doute le faire. Euh, Sinon, il y a
Cédric Rio qui dit dans notre entreprise, nous utilisons actuellement la section projet de notre compte professionnel ChatGPT. C'est une bonne chose. Cependant, ces projets ne peuvent pas être partagés entre collègues. Serait-il plus judicieux d'utiliser plutôt la fonctionnalité création d'un GPT personnalisé? Je peux me permettre de répondre. C'est une très, très bonne question. Je pose la même question cette semaine, moi, pour mon associé Karim. Puis, il y a des avantages pour les deux, puis des désavantages pour les deux, mais je pense que les projets, je pense qu'ils sont partageables, si je ne me trompe pas, mais il faut peut-être avoir un compte ChatGPT for Teams ou quelque chose que tu sais pour équipe, genre. Je pense que c'est faisable de les partager. Mais en fait, ce qui n'est pas partageable, le projet peut être partageable, mais l'échange, le prompt que vous avez eu avec, ça, je pense qu'il ne l'est pas. C'est là la nuance là aussi. Là. C'est peut-être, je pense pas que c'est pas. Même si vous utilisez un GPT personnalisé, ça va être la même chose. Chaque personne qui va l'utiliser va avoir son échange, sa conversation qu'il y a eu avec le GPT. Tu peux le partager, mais il va être statique. Les gens vont pouvoir Ça, tu partages la fonctionnalité comme tu partages un peu une application, puis après ça, ton utilisation reste dans ton Ouais. chat Mais je GPT. crois, si je ne me trompe pas, je pense que ChatGPT, la licence pour équipe, permettrait sans aucun doute de partager des conversations avec des projets. Mais je ne m'y connais pas assez pour répondre à la question. Hein. Euh, peut-être, Moi, j'ai pas de projet en ce moment dans mon chat, fait que je peux pas le voir, mais je sais que je peux partager carrément une conversation que j'ai eue. Donc, ça donne une idée. Une copie, un lien, je peux envoyer un lien sur une conversation. Donc, j'ai l'impression que le même principe s'appliquerait au projet. il y a une question difficile ici, là, mais très intéressante. En tant que consultant, je considère maintenant l'IA comme un concurrent. Il m'apparaît important de redéfinir ma valeur ajoutée composée avec l'IA. Selon vous, sur quoi devrait reposer ma nouvelle valeur ajoutée en concertation avec l'IA? Ben, ça dépend c'est quoi la consultation. La valeur ajoutée va dépendre de ça, mais c'est vrai puis de plus en plus, il va y avoir des agents, les entreprises vont pouvoir utiliser des services payés pour des agents qui travaillent pour faire certaines tâches. Euh, il va rester des tâches humaines, évidemment, puis c'est que là, la réflexion, elle est ouverte. Puis c'est un peu la même réflexion que, par exemple, moi, j'ai des enfants qui sont à l'âge cégep de choisir leur domaine d'études. Puis j'écoutais dans mon podcast préféré, le Hard Fork, si vous le connaissez, ils interviewaient le CEO de Google DeepMind. OK? Donc, son nom m'échappe, mais il y a un nom le fun à prononcer, ça va me revenir. Et il lui disait, toi, qu'est-ce que tu penses pour dans quoi tu sais, t'enverrais tes enfants étudier, puis tout ça. Puis il dit, tu sais, la base ne change pas, là. Il faut, il y a des choses qui vont se redéfinir, mais votre approche personnelle, qu'est-ce que vous avez comme valeur, ça peut rester. Donc là, il faut voir qu'est-ce qui va être automatisé, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui va devenir une commodité. Et puis, en ce moment, on n'a pas la vue exacte de ça à ce point-ci, parce que même le CEO de Google DeepMind ne pouvait pas le formuler. C'est intéressant. C'est assurément même, j'irais jusqu'à dire, c'est un peu angoissant pour plein de monde, en fait, de savoir comment ils vont se positionner. Moi, je pense que mon opinion personnelle, là, je pense qu'on doit aider les entreprises à l'utiliser justement, puis à avoir, tu sais, ça va tellement vite, il y a tellement de nouvelles choses, tu sais, c'est donc se transformer peut-être plus en formateur, en faisant du coaching, puis il va toujours y avoir de la place pour venir aider le client, dans le fond, à implanter ces trucs-là, puis à bien comprendre, à former les équipes. Tu sais, c'est sûr que les trucs de coach de vente, tu sais, je pense que les jeux de rôle avec des vraies personnes, etc., ça va toujours être important. Mais bon, ne sachant pas exactement ce que vous faites, c'est pas évident de répondre à la question. Sinon, ouais, c'est ça, il demande, François, il faudrait peut-être que je demande à ChatGPT. Ouais, c'est une bonne idée. Ça pourrait donner des pistes intéressantes. Bon, Je vais t'envoyer un lien aussi sur le podcast, OK. François. L'autre question de Maxime, c'était juste par rapport à quand est-ce qu'on va recevoir le webinaire enregistré. Dans le fond, on devrait envoyer d'ici demain. Ça va sans aucun doute être demain. Là. Demain, au courant de la journée, vous allez recevoir un lien pour pouvoir visualiser l'enregistrement du webinaire. Voilà. Donc, Je ne sais pas si ça a fonctionné, ma réponse. il est déjà midi 4. Donc,
Je le vois plus, peut-être parce que c'est déconnecté. C'est possible. Ah, bon. Ben, je vous remercie tout le monde de votre participation, de votre écoute. Puis j'espère que vous avez apprécié. Puis on va être heureux de pouvoir continuer la discussion avec vous si vous le souhaitez. Puis Doriane, je te remercie encore une fois Ça fait plaisir. pour notre invitation. C'était vraiment captivant. Puis ben, je souhaite bon appétit à tout le monde. Et puis, une bonne journée. Au Merci. revoir. Bye.